Alors, pour répondre à nos questions, il suffit d'appuyer sur la fenêtre chat. Il y a écrit converser. Donc, bon, ben là, je vois un petit peu vos retours. Oui, on voit. OK. Donc là, tu vois, il y a le chat. Alors, j'explique à Shaina un petit peu le fonctionnement. Donc, ravie de vous accueillir et encore plus heureuse parce que là, on est en plein à l'anniversaire de Terre d'amour, les 8 ans. Donc, je suis ravie de vous accueillir pour cette soirée. Alors, on est au Champagne. Voilà. On fête avec vous, à votre santé. Et puis, donc, Shaina, merci d'être venue, de t'être déplacée. C'est un beau cadeau de t'avoir ici. Et puis, on va te présenter. Alors, comment est venue la communication animale? Comment ça a commencé? Voilà, tu peux regarder. Alors déjà, bonsoir à tous. En fait, j'ai commencé la communication animale toute petite, mais comme vous tous, puisque quand on est enfant, on communique tous avec les animaux sans même s'en rendre compte. Et puis, un jour, j'ai eu la bonne idée d'en parler. Et on m'a dit, écoute, tais-toi parce que c'est pas quelque chose qui se fait. Et de discuter avec Pépé qui est décédé, encore moins. Donc, bien sûr, j'ai arrêté de parler avec les animaux, avec les humains. Et puis, beaucoup plus tard, j'ai mon père qui a perdu la parole suite à une maladie neurologique grave. Et on s'est juste regardé dans les yeux. Et en se connectant dans les yeux, la télépathie qui s'était enfouie de par le conditionnement qu'on a tous depuis tout petit est réapparue instinctivement. Et on a pu communiquer avec mon père de manière différente uniquement qu'avec des signes de plongée. Voilà, et c'est reparti. Donc en fait, on a tous cette fonction de télépathie, sans aucune exception. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun prérequis pour apprendre à faire la télépathie avec les animaux. Avec la télépathie avec qui que ce soit d'ailleurs, puisque tous les jours, vous en faites sans vous en rendre compte. Quand vous prenez votre téléphone pour appeler votre maman ou votre amoureux et que vous lui dites, et qu'on vous dit de l'autre bout du fil, j'allais t'appeler, c'est de la télépathie. Donc voilà comment j'ai commencé. Et puis ensuite, peu de temps après, je me suis fait, moi, réenseigner plutôt réveiller par rapport à tout ça. Et je suis partie voir plusieurs communicateurs animaliers qui m'ont transmis un certain nombre de choses très intéressantes. Et plus tard, j'ai écrit moi mon propre stage avec la manière dont je ressens les choses avec mon cœur. Parce que la télépathie avec les animaux, comme toute forme de communication, ça fonctionne qu'avec un cœur grand ouvert. Donc voilà comment j'ai démarré. Ça fait très bizarre de parler à un écran uniquement, de se voir parler en plus et de voir des mimiques. Donc, alors, c'est vrai que ça serait sympa que vous puissiez activer votre caméra parce que comme ça, on peut vous voir hein, et c'est comme une vraie conférence. Et pour Shaina, c'est plus sympa de vous avoir en face. Alors, je vois qu'il y a Marvel qui a mis sa caméra, c'est génial. Marie-Antoinette aussi, sauf que Marie-Antoinette, on ne te voit pas bien. On ne voit pas la tête, oui. On voit juste le front. Alors, réglez vos caméras. Ah, coucou. Merci. Et Laurent, on voit ton… voilà. Ton… Je ne sais plus comment tu appelles ça, mais on ne voit pas ton visage. Allez, voilà, donc découvre-toi, t'es repéré. Voilà, merci Laurent. Mais parce que c'est la première fois que Shaina fait une webconférence et c'est pas évident quand on parle à un ordinateur. Donc, c'est vraiment sympa de vous montrer. Et puis, comme ça, voilà, il y a un vrai public, quoi. Hein? Coucou tout le monde. Voilà, merci d'être venu. À ta santé. On a vu ton verre. Alors, pour continuer, en fait, donc on a créé une association qui s'appelle La Goutte d'eau du colibri. Je vous en parle pourquoi? Parce que cette histoire du colibri, elle a marqué ma vie et vous la connaissez sans doute, mais je vais quand même vous la raconter. C'est l'histoire d'un petit colibri qui est dans la forêt et il y a un incendie. Et le petit colibri, avec ses ailes très rapides, il bat des ailes comme ça très très vite. C'est joli quand je… Et il prend une goutte d'eau au lac d'à côté qu'il met sur l'incendie. Et puis, il fait des tas d'allers-retours comme ça. Et à un moment, il y a un tatou qui se présente à lui et qui lui dit « Les petits colibris, tu ne vas pas pouvoir éteindre l'incendie comme ça avec tes petites gouttes d'eau. » Et il lui répond « Oui, mais je fais ma part. »
Et je suis dans cet état d'esprit de faire ma part par rapport au monde animal, mais également par rapport au monde des humains, et de façon beaucoup, beaucoup plus large par rapport au monde végétal et minéraux. Wow. La communication télépathique est valable avec les animaux, avec les humains, avec les végétaux et avec les minéraux. Donc, ce soir, on va parler des animaux puisque c'est ma passion et c'est certainement aussi la vôtre. Et ce que je vous propose, c'est de faire un petit exercice pour que vous sentiez comment les animaux se sentent en fonction du comportement qu'ont les humains en face d'eux. Donc, si vous êtes d'accord, je vous propose de fermer vos yeux, de mettre vos pattes arrière sur le sol, vos pattes avant sur les pattes arrière, et je vais vous raconter une histoire. Ferme tes yeux, Laurent. Un beau jour, alors que vous faites tranquillement votre sieste dans votre panier, après avoir bien joué, on vous arrache brutalement à vos rêves. On vous enferme dans une cage ou dans une caisse en carton et on vous transporte hors de votre maison, dans un engin pour une visite chez une personne qui va vous palper, vous piquer, vous retourner dans tous les sens, vous endormir et peut-être vous faire beaucoup de mal. Votre humain sait qu'il vous a seulement emmené chez le vétérinaire pour une visite de routine et que dans quelques heures, vous serez à nouveau chez vous, dans votre confort douillet. Oui, votre humain le sait, mais vous pas. Depuis quelques mois, vous vivez dans une agréable pâture en compagnie de 2 autres chevaux comme vous. Vous avez déjà une longue histoire avec des épisodes joyeux, des épisodes pénibles. Vous pensez maintenant être enfin tranquille, entouré de vos amis et veillé par votre gentille humaine. Mais un matin très tôt, à nouveau, c'est un engin bruyant qui arrive. Vous vous dites, c'est pas pour moi, bien sûr. Moi, je suis arrivée à destination, je suis tellement bien là où je suis. Et pourtant, on vient vous chercher, on vous met un licol autour de la tête et on vous fait monter dans l'engin. Une fois dedans, il part. Et vous quittez tout ce petit paradis et l'humaine à laquelle vous étiez attaché. Tant de questions dans votre tête du type où m'emmène-t-on? Est-ce que je vais mourir ou pas? Je n'ai eu aucune explication. Un jour, en communication animale, on a accompagné comme ça une pouliche qui quittait sa maman. Donc, on a fait une communication avec la maman pour lui dire que c'était l'heure du sevrage. On a fait la communication avec la pouliche pour lui annoncer également la même chose. Et ensuite, il y a le nouvel humain qui allait s'occuper de cette pouliche qui nous avait présenté tous les chevaux où la pouliche allait être à destination. Et donc, on les a prévenus également de l'arrivée de la pouliche et on a présenté à la pouliche tous les chevaux qui seraient présents pour l'accueillir. Pendant toute la route, c'est-à-dire 500 km, on a fait des communications. Donc, on a bien sûr été en alternance avec plusieurs stagiaires et on a accompagné la pouliche pendant tout le voyage. Et quand elle est arrivée, complètement rassurée, elle a pu descendre du van, se lancer dans le pré qui l'attendait. Et elle a été merveilleusement accueillie par tous les chevaux qui l'attendaient, les juments évidemment, et surtout sans aucune anxiété de sa part. Alors qu'elle venait de quitter sa maman et que c'est des moments pour les chevaux et extrêmement douloureux habituellement. Donc c'est une histoire parmi tant d'autres. En communication animale, on va d'abord écouter spontanément ce que l'animal a à nous dire. Donc, on va être extrêmement attentif, les oreilles grandes ouvertes, pour pouvoir entendre ce que lui a envie de dire depuis si longtemps. On communique avec un animal qui a quelques mois ou un animal qui a des années, il a autant de choses à nous dire. Et on peut, pendant la communication, écrire une page, 2 pages, une page et demie, uniquement sur ce qu'il a à nous dire spontanément. Et après, dans un deuxième temps, on va pouvoir aborder les questions. Donc, les questions, c'est l'humain qui nous les pose et nous, on va les poser à l'animal.
Et l'animal va nous dire, ben voilà, moi j'ai tel avis, je vois les choses de telle manière, de telle autre, etc. Si par exemple il y a un problème de comportement, on va négocier. On va demander à l'animal pourquoi il a tel problème de comportement et on va demander à l'humain qu'est-ce qu'il est capable de mettre en place par rapport à ce que lui demande son animal. Je donne un exemple qui est un exemple basique. Un chat qui fait pipi peut très bien nous demander de mettre sa litière à un endroit près de la cheminée, par exemple. Si l'humain est d'accord, l'animal peut très bien arrêter instantanément de faire pipi au milieu du salon. Uniquement qu'on aura répondu à sa demande. Alors, les animaux ne font pas de caprices. On ne va pas être dans cet état d'esprit. Ils ne vont pas nous faire des crises, ils ne vont pas nous faire tout ça. Ils vont juste nous demander ce qui est juste pour eux et ce dont ils ont besoin. Ils peuvent également aller plus loin et nous donner leur avis sur notre fonctionnement. Je vais vous raconter un exemple que je raconte souvent parce qu'il illustre bien ce qu'est la communication animale. C'était un petit cheval qui était aussi dans un pré et au moment de la communication, son humaine était au téléphone avec moi, donc pas présente dans le pré. Et le cheval me fait comprendre qu'il est paralysé, qu'il ne peut plus bouger et qu'il se sent extrêmement mal. Donc, je demande à l'humaine ce qu'il en était, puisqu'elle avait vu quelques heures auparavant, et elle me dit non, il y a quelques heures, il allait très très bien, et tout était parfait au niveau physique. Et en fait, je retourne voir le cheval, et il m'explique qu'il aimerait que son humaine soit moins psychologique dans la vie en général, et que c'est sa manière à lui de lui demander et de le lui faire comprendre. Donc, je t'éloigne de plus en plus. Donc, bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. En fait, les animaux vont nous transmettre des informations avec beaucoup d'humour, beaucoup d'empathie et beaucoup d'amour. Ce qu'ils ont le plus à nous apprendre, c'est l'amour que nous qualifions nous les humains, parce que c'est rentré dans notre langage courant, de l'amour inconditionnel. En réalité, l'amour inconditionnel, il y a peu d'humains qui l'ont ressenti un jour, parce que c'est de l'amour sans aucune condition. Et que les animaux savent faire ça en permanence, et c'est comme ça qu'ils nous aiment. Quand tu dis son humain, c'est quoi? C'est son maître? Alors, j'emploie jamais le mot maître, parce qu'en communication animale, on raisonne en cercle familial et non pas en pyramide. Donc, c'est vrai que le maître se situe en haut de la pyramide. Ce qu'on ne va pas considérer, nous, on va considérer qu'il y a une famille avec des humains, donc par exemple les parents, les enfants, biologiques ou pas, c'est pas grave. Et c'est pas grave, chacun fait ce qu'il veut en fait, grande tolérance. Et ensuite le ou les animaux. Et on va raisonner donc en famille, donc en cercle. C'est pour ça que tu dis son humain, au lieu de dire son maître. D'accord. C'est intéressant. Ça prend complètement, quand on parle d'humain. Ils ne savaient peut-être pas les. Oui, c'est vrai que moi, ça prend vraiment sens quand on fait une première communication avec un animal. On comprend à quel point on ne peut plus être le maître de qui que ce soit, puisqu'en réalité, nos animaux et nos enfants sont nos plus grands enseignants quand on est à leur écoute. Et là, on reçoit des informations qui sont précieuses et c'est juste, il n'y a même pas de mots en fait pour l'exprimer. Et d'ailleurs, ça tombe bien parce qu'en fait, quand on communique par télépathie avec les animaux, on ne va pas utiliser les mots. On va utiliser en télépathie, on va utiliser nos 5 sens. Le 6e étant l'intuition et le ressenti. Donc, on va se mettre dans un état de conscience différé, qui est un mode de relaxation légère, qu'on appelle un mode alpha en sophrologie ou en hypnose. Et une fois qu'on est dans ce mode, on va pouvoir recueillir et piocher toutes les informations que l'on va recevoir, soit parce qu'on va les voir, mais on va voir autre chose que ce que l'on voit avec nos yeux habituellement, et c'est ça tout l'intérêt, parce que là, on va voir des images qui sont justes, et non pas qu'on va interpréter sous prétexte que l'humain va dire c'est beau, c'est pas beau, etc., puisqu'on a beaucoup de jugement à travers notre regard, ce que l'on voit à travers notre regard. Et ensuite, on va pouvoir entendre des sons, on va sentir, on va pouvoir toucher. Quand on touche un animal qui n'est pas présent, puisqu'on va être en télépathie avec lui, par exemple en travaillant sur une photo, on va sentir ses poils, on va sentir à l'intérieur de nous exactement comment il est, et quelle est la texture, comme s'il était là et qu'on pouvait le toucher.
C'est une communication d'âme à âme. C'est une communication vibratoire sans le mental. Donc, on va être uniquement dans un échange qui va forcément être juste. Et on va ressentir dans notre corps, s'il y a des douleurs, par exemple, on va la ressentir dans notre corps, ça va être une douleur furtive. Par exemple, s'il a mal à la patte avant droite, on va avoir une douleur à la patte avant. C'est le champagne. Non, je bug au bout d'un moment. Quand je commence à parler, au bout d'un moment, je bug. À votre santé. Donc, on va réellement sentir dans notre corps une douleur à la patte avant droite. Et quand on communique avec eux, on va également avoir une information essentielle, une question importante qu'on a envie de leur poser systématiquement. Les êtres humains ont envie de connaître cette réponse. Quelle est ta mission? Pourquoi tu es là? Et là, les animaux peuvent avoir plein de missions. Quand ils sont dans une famille, on en parlait il y a 2 minutes, dans le cercle familial, ils vont bien sûr avoir de l'amour pour toutes les personnes de la famille. Mais ils vont en général avoir une mission pour un des membres de la famille. Et là, il va nous exprimer, là, moi, je suis pour apporter du fun à Marilyn, par exemple. Voilà, Isabelle, je vois vos noms en fait en haut. Donc, donc il va nous expliquer. Il y a d'autres personnes, il y a Laurent, mais après, je ne vois pas tout le monde. Ils ont pas mis leur caméra. Et donc, ils vont nous expliquer de manière précise pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils veulent nous apporter. Quels sont les conseils qu'ils peuvent nous donner. Tout à l'heure, je donnais l'exemple du poney qui voulait faire comprendre à son humaine qu'elle était psychorigide. Mais ça peut être également des conseils multiples et variés. Je n'en ai pas qui me viennent comme ça immédiatement. Mais des chats joyeux, des chats tristes parce qu'ils ont des messages à faire passer. Puis 30 secondes après, extrêmement joyeux pour montrer que en sortant de cette tristesse plus ou moins profonde, derrière, il y a autre chose. Et puis, etc., etc. Je répondrai à vos questions. Oh, merci Marilyn. Il y a un petit chien qui apparaît à l'écran, j'adore. Merci. S'il y a d'autres animaux, vous pouvez les montrer. Moi, je suis contente de les voir. Et on est content de vous voir. Oui, aussi, oui, Isabelle, oui aussi. Donc voilà, là par exemple, le chien de Marilyn, je ne sais pas comment il s'appelle. En fait, c'est un chien qui est en train de lui faire des gros câlins. Et nos animaux, c'est quelque chose qu'ils vont nous dire, c'est qu'ils ont énormément besoin de nos câlins. Et que parfois, on rentre le soir du travail, on est fatigué, on les voit à peine parce que on a plein de choses à faire quand on rentre et que eux, ils demandent même 5 minutes d'attention, mais de vraie attention, d'attention en présence. Et l'attention en présence avec nos animaux, ça veut dire qu'allez, on se jette par terre avec eux et puis on se regarde dans les yeux. On peut tchatcher aussi avec des mots. Eux nous entendent. C'est nous, les humains, qui n'entendons pas en dehors de la télépathie ce qu'ils ont à nous dire. Et ça, ils vont nous le rappeler. Lors des premières communications, ils peuvent nous dire tu sais, ça fait du bien parce que moi, mon humaine, elle ne comprend rien de ce que je lui dis. Vous savez, les chats qui vous regardent en miaulant et qui pendant des heures vous regardent et font miaou, miaou, miaou et qui essayent de vous faire comprendre quelque chose. En fait, les chats ne miaulent pas entre eux. Ils vont miauler uniquement parce qu'ils veulent dire quelque chose à leurs humains. Et du coup, dans la nature ou avec les autres chats, ils émettent des sons, bien sûr, mais pas de miaoutage. Donc, ça nous est destiné. Miaoutage, c'est un nouveau mot. Donc, ça nous est destiné, le miaoutage. Donc, je vais quand même en revenir par rapport aux missions. Donc, les animaux vont avoir des missions d'accompagnement, par exemple, des personnes qui ne peuvent pas sortir, des personnes qui peuvent être alitées, des personnes âgées. Donc, l'animal va être là, présent en permanence, uniquement pour tenir compagnie à un humain. Ou à des humains, bien sûr, ou à l'ensemble de la famille. Et est-ce que c'est vrai, pardon, qu'il y a certains animaux qui prennent le mal, la dépression, la maladie Ça, c'est de la télépathie parce que j'allais y venir. Ah.
Donc, effectivement, les animaux ont une mission où ils vont décider de leur propre chef de prendre la maladie de l'humain qu'ils accompagnent. Donc, ils ont suffisamment de discernement pour prendre ce type de décision. Et c'est des vétérinaires. C'est des sacrifices. Alors, la mission de sacrifice, c'est encore autre chose. Je vais en parler après. Et donc, il y a des vétérinaires qui s'en rendent compte parce qu'ils s'aperçoivent bien que la maladie qu'a l'animal, les animaux dans la nature n'ont pas de cancer ni de maladie neurologique. C'est uniquement quand ils sont en lien avec des êtres humains. Donc, le cancer, effectivement, l'animal va le prendre en partie ou en totalité. Bien sûr, ça développe beaucoup de culpabilité chez les humains. Et le truc, c'est que plus on va développer de la culpabilité, plus on va développer des émotions négatives, et plus l'animal va être malade. Donc, ça peut durer longtemps le cercle vicieux. Donc, il faut vraiment prendre conscience que l'animal prend une décision et qu'il sait ce qu'il fait. Et qu'il est là pour ça. Et ça peut être visible également de l'extérieur. Hein. J'avais rencontré comme ça un berger allemand de Sainte-Vie qui avait une chique comme ça, et son humain avait exactement la même chique au même endroit. Ça peut être une blessure. Hein. Vous avez un animal qui a un plâtre, et puis mort de rire, vous allez voir l'humain arriver, il aura le plâtre, évidemment, précisément au même endroit. Après, tout le reste ne se voit pas forcément. Donc oui, il y a un livre qui a été écrit par un vétérinaire qui n'est pas très loin de chez nous, qui est vers Aix-en-Provence, le vétérinaire s'appelle Olivier Grandry. Il a écrit un livre qui s'appelle L'animal et le miroir de l'homme. C'est des tas d'exemples où il vous dit dans un livre par écrit ce que je viens de vous dire, parce qu'il l'a vérifié de nombreuses fois. En communication animale, on vérifie à chaque fois. Y compris un chiot qui peut arriver avec un malaise physique, par exemple un rein en moins, et l'humaine qui l'accueille aura également un rein en moins ou au moins une maladie au rein. Après, c'est toujours pareil. Si l'humain règle la cause de la maladie, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est vraiment l'idée, c'est important de le savoir. À partir du moment où la cause est réglée, l'humain sera soulagé et l'animal également. Après, si on est arrivé au stade ultime de la maladie, bien évidemment, l'animal va mourir. Une fois que l'animal va mourir, si sa mission n'a pas été terminée, ok, il s'en va. Il y a un autre animal qui va se présenter et qui va se présenter à l'humain. Même si l'humain ne veut plus d'animaux, il y aura toujours un animal qui va se présenter à lui et qui aura exactement la même mission que celui qui vient de partir, pour lui faire comprendre qu'il y a des choses à régler. Il y a un petit message ? Oui, alors on dit que c'est le chat qui choisit son humain. Est-ce que c'est vrai ? Je vais revenir après à ta question, par rapport, je n'ai pas oublié. Les animaux nous choisissent. Nous, on a toujours l'impression que c'est nous qui les choisissons. À aucun moment, on les choisit. C'est eux qui nous choisissent. Même si vous allez dans un refuge, vous avez l'impression de choisir l'animal, c'est lui qui vous envoie l'information par télépathie. C'est moi qui dois être chez toi, c'est moi qui dois venir chez toi. Donc oui, c'est eux qui nous choisissent, à 100%. On dit que c'est… Avez-vous déjà communiqué avec un animal maltraité? Que disait-il? Alors, merci de la poser la question, puisque c'est la fameuse mission de sacrifice. Donc, il y a des animaux qui vont être maltraités. Alors, je parle de maltraitance. Là, je vais aborder le sujet de la maltraitance physique. Donc, un animal qui serait battu par un humain, par exemple, il a fait ce choix en disant, moi, en supportant ça, je vais faire comprendre à l'humain qui a ce comportement que c'est pas juste. Donc, je vais tenter de lui ouvrir la conscience par rapport à ce qu'il me fait. Et c'est pour ça qu'il a cette mission qu'on appelle mission de sacrifice, qu'on peut appeler autrement. Hein. Et ça marche. Ça marche. En fait, l'animal, avec tout l'amour qu'il envoie à cet être humain, et à un moment donné, ça peut être tellement fort pour l'humain qu'il peut arrêter cette maltraitance. Je l'ai vu plusieurs fois. Après le désespoir de l'humain, j'aime à dire une chose importante, c'est que tous les comportements inadaptés, que ce soit des animaux ou des humains, ils ne sont jamais inadaptés par vocation d'être inadaptés. Ils sont uniquement inadaptés par souffrance. On a des animaux qui ont des comportements inadaptés parce qu'ils souffrent et qui veulent faire entendre
à leur être humain leur propre souffrance. Le décodage biologique a donc la même lecture sur l'animal que sur l'homme. Alors, oui, par rapport à son humain. C'est-à-dire qu'on peut rentrer dans le décodage biologique de l'animal pour voir sa lignée et pour voir d'où il vient, etc. En communication animale, on ne va pas rentrer là-dedans parce que les animaux domestiques, quand ils sont présents dans une famille, ils sont là pour les humains et non pas pour eux. Donc, c'est intéressant effectivement de remonter par rapport à ce qui se passe en décodage biologique pour un être humain. Il va nous dire de toute façon, hein, ça me rappelle une histoire avec une jument où la personne avait quitté sa terre, qui n'est pas n'importe quelle terre, puisque c'était une terre corse. Et quand elle était arrivée, pas très loin, hein, puisqu'elle était arrivée juste sur la Côte d'Azur, donc ça va, c'était pas non plus un déracinement total. Mais il n'empêche que la jeune femme s'était sentie complètement déracinée et son cheval par la même. Par contre, derrière, la jument nous parlait de la maman de cette personne qui elle-même avait été déracinée et du coup, lui était présent pour soulager sa nouvelle humaine par rapport à ce problème de déracinement et de territoire. Donc, résultat, qu'est-ce qu'il avait? Des problèmes de dermite, donc des problèmes de peau liés à tout ça. Vous voyez, c'est un exemple qui me revient, hein, mais une fois que l'animal a commencé à s'exprimer, on a eu il n'y a pas très longtemps également un chien comme ça qui était en fin de vie, vraiment en fin de vie. Il a pu exprimer ce qu'il ressentait. On a pu en parler. Je dis on parce que j'étais avec des stagiaires dans une journée de supervision. Je vous expliquerai après de quoi il s'agit. Et donc, on a écouté ce chien qui s'est exprimé. On a pu exprimer à son humain tout ce qu'il nous a dit. Et l'humain a compris, mais à l'intérieur de lui, ça a vraiment été un bouleversement. Et résultat, c'est que le chien en fin de vie, 3 semaines, un mois et demi après, il est en fait. Et y compris physiquement, hein, il avait complètement changé physiquement. Ça doit vous rappeler quelque chose, c'est que nous, les humains, quand on fait un travail sur nous et qu'on se retire les fameux voiles que l'on a devant les yeux qui nous font tant de mal et qu'on appuie sur les bons boutons là, qui nous font réagir, petit à petit, au niveau du physique, on change aussi. Et on a des petites étoiles dans les yeux qui apparaissent et qui sont de plus en plus claires. C'est exactement la même chose chez les animaux. Et même une communication avec un animal, c'est sûr que si derrière l'humain ne met rien en place, l'animal va recommencer ses comportements inadaptés. Parfois aussi, ils nous font des pattes d'honneur parce qu'ils ne sont pas d'accord. Donc, ils vont nous faire une patte d'honneur en disant non, mais là, c'est bon. Ou alors, arrête de venir me parler si de toute façon, l'humain ne met rien en place. Ça ne sert à rien. Donc, nous, en tant que communicateurs animaliers, on a vocation de vraiment aller jusqu'au bout de la discussion avec l'animal et l'humain pour que tout soit bien entendu, bien clair et qu'on puisse repartir en disant c'est bon, tout le monde est OK. Alors, il y a une autre question. Communiquez-vous aussi avec les animaux sauvages? Oui, on peut communiquer avec tous les animaux sans exception. La différence, c'est que les animaux sauvages, bien évidemment, ne vont pas nous parler des humains avec lesquels ils vivent. Par contre, ils vont nous parler de leur quotidien. Mais nos animaux domestiques aussi vont nous parler aussi de leur quotidien. Est-ce qu'ils aiment leurs croquettes, ce dont ils ont envie de manger, etc. aussi, bien sûr. Donc, ça va être aussi passionnant, mais complètement différent. Alors après, animaux sauvages, ça peut être aussi des fourmis qui envahissent votre cuisine. On va leur demander d'aller chez la voisine. Ce sont aussi des animaux sauvages. C'est des insectes, c'est pas des animaux. C'est encore autre chose. Ah oui, ce sont des animaux. D'accord, parce que moi, je mets ça encore dans un autre règne. Et non, ce sont des animaux. Non, c'est la même communication d'âme à âme. En fait, les insectes, ils ont une âme. Les moustiques, ils ont une âme. Oui. Alors, je viens d'apprendre que les moustiques ont une âme. Bon. Alors, les moustiques sont devenus des mutants. Ils sont devenus des mutants, pourquoi? Parce qu'à force d'être insectisés et à force de venir de pays très lointains, en fait, on peut plus rien faire.
on ne peut plus communiquer avec eux, ils nous font des pattes d'honneur. Donc, c'est les seuls animaux avec lesquels il n'y a plus de communication possible. Tous les autres insectes, c'est possible. Les guêpes aussi. Alors, j'aime bien raconter l'histoire du bourdon qui était venu un jour, je déjeunais avec ma fille, et il y a un bourdon qui vient nous embêter, donc je lui demande de partir, et bien sûr, il fallait négocier quelque chose avec lui. Donc, il partait à condition que nous, quand on avait fini notre repas, on lui donne à lécher l'assiette. Donc, il est parti, il est revenu à la fin du repas, il nous lécher l'assiette. Ouais, oui, on peut communiquer avec les guêpes, les bourdons. Mais il faut leur donner quelque chose en échange. Bon, là, ça s'est passé comme ça parce que c'était amusant. Mais oui, non, pas forcément. Alors, et avec les âmes groupes, tiens, on en parlait tout à l'heure, genre abeilles ou fourmis, justement, qu'est-ce qu'ils disent? Ça m'intrigue. Alors, ils nous racontent, les fourmis, par exemple, on va communiquer avec la reine des fourmis de l'endroit où vous êtes. Et ils ne vont pas nous raconter grand-chose à part leur organisation. C'est pas, en fait, en communication animale avec les fourmis, par exemple, on va leur demander de quitter la maison parce que leur vie, elle est plus dehors qu'à l'intérieur. On ne va pas rentrer dans des grandes discussions comme on va le faire avec un chien, un chat, un cheval ou n'importe quel animal domestique. Avec des tortues, par exemple, on peut avoir des discussions super intéressantes où les tortues dans un jardin vont être en lien avec ce qu'elles vivent, elles, dans le jardin, mais également avec les humains de la maison. Donc là, on va avoir des discussions intéressantes. J'avais rencontré comme ça 3 tortues qui m'ont expliqué quel était leur rôle à chacune et comment elles s'organisaient, non seulement pour manger, pour se balader, il y en avait toujours une qui surveillait l'entrée, etc. C'est juste passionnant. On a un souvenir ému. Alors, je regarde vos questions et sachez que si vous avez envie de prendre la parole, on peut vous donner la parole pour poser une question si elle est un peu longue et puis si vous avez envie aussi de réagir en direct. Alors, Marie-Cécile, j'ai pris un chat dans un refuge il y a 1 an et demi et il s'est fait chasser par un autre qui occupait le territoire à l'extérieur et finalement, à la longue, n'est jamais revenu. Alors, c'est quoi ta question, Marie-Cécile, surtout? Parce que là, on n'est pas dans retrouver le chat perdu. Alors, en fait, je dirais, peu importe la question, la réponse est que quel que soit le comportement de l'animal, on va lui demander à lui son avis. Ça veut dire que là, on va revenir après. Je dis en même temps, donc forcément, je suis un peu déboussolée. En fait, un animal qui quitte un endroit, on va lui demander à lui pourquoi tu es parti et qu'est-ce que tu veux. Oui, qu'est-ce que tu souhaites pour revenir. Par contre, un animal qui est perdu, je ne m'en occupe absolument pas parce que ça prend énormément de temps. Et en communication animale, on va pouvoir discuter avec l'animal, régler ses problèmes de comportement. Et il n'y a rien qui ressemble plus à un arbre qu'un autre arbre dans la forêt ou un canapé rouge à un autre canapé rouge. Donc, ça veut dire qu'un chat qui va me montrer quand il est perdu qu'il est allé chez des humains avec un canapé rouge, ça n'a strictement aucun intérêt. Donc, dans ces cas-là, les animaux perdus, je les envoie chez Laurent qui est présent à la conférence, qui lui fait de la radiesthésie, qui est géobiologue et qui fait les recherches en radiesthésie. Voilà. Et on m'a déjà demandé, par exemple, mon chat est parti, quel est le numéro de téléphone des humains chez qui il est ou leur adresse précise. Et évidemment, l'animal ne va pas me donner ce type de renseignements. Par contre, on va sentir au niveau énergétique si l'animal est vivant ou pas, comme Laurent d'ailleurs. Donc, la question de Marie-Cécile tout à l'heure, que je disais quelle est la question, c'est pourquoi est-il parti s'il m'a choisi? Tu sais la question de tout à l'heure. Alors, il faut lui demander à lui. Il peut y avoir vraiment énormément de réponses, des tas de messages. Ça peut être, j'ai bien compris qu'il y a un autre chat sur le territoire, donc ça peut être un problème de place par rapport à Marie-Cécile, elle, par rapport à sa propre famille. Par exemple, ça peut être parce qu'il avait une mission à réaliser ailleurs avec quelqu'un d'autre
parce que sa mission était finie avec Marie-Cécile. Ça peut être. J'ai des millions de réponses que je pourrais vous inventer qui présentent strictement aucun intérêt parce que je les invente et que c'est pas du vécu. Et par contre, en demandant l'avis au chat, là, on aura des vraies réponses. Et comme il est parti. Alors, on se fait retrouver par Laurent et si on le retrouve, on fait un com avec lui. Et là, on pourra lui demander s'il est parti ou pas. Pourquoi il est parti. Alors, Laurent, il faut qu'il laisse ses coordonnées avant de quitter. On te voit faire des signes, Laurent, mais on ne comprend pas ce que tu dis. Non, mais tu peux prendre la parole. Est-ce que tu veux prendre la parole? Oui. Allez, vas-y, on t'entend. Je veux. Ah, voilà, vous m'entendez? Oui. Ah, j'arrivais pas à mettre le micro, en fait. On avait remarqué, oui. Non, mais en fait, c'est moi qui dois mettre le micro. Ah oui, c'est pour ça. Et voilà. J'avais pas l'accès. Et je demande aux personnes, si elles veulent prendre la parole, de le communiquer sur le chat pour qu'on sache. Bonsoir à tous et à toutes. Ce que je voulais dire là-dedans, bonsoir Shaina, donc bon, à la tienne. Donc, ce que je voudrais rajouter là-dessus, c'est que tout être ou tout animal et donc toute âme est capable de communiquer avec nous à condition qu'elle le veuille. C'est-à-dire que Shaina en a parlé dans la quête de chacun, que ce soit animal, végétal, minéral ou humain, on a tous quelque chose à faire. C'est-à-dire qu'on va avoir une quête à remplir. Si dans cette quête, il y a une problématique, alors oui, il y a ce que l'on peut appeler une conversation, une demande. En fait, tout ce que je vais expliquer, c'est qu'un animal perdu doit être en demande pour qu'on puisse le retrouver. Alors, pour ma part, ce qui est très difficile à retrouver, ce sont les chats. Parce que les chats, ils sont plutôt plus vers le tellurique, c'est-à-dire qu'ils ont moins besoin de leur maître qu'un chien. Alors, c'est un peu dur ce que je dis ici, mais très souvent, on s'aperçoit que les chats partent par leur volonté. Et une personne qui part de par sa volonté ou même un animal, c'est un animal qui est pratiquement perdu. C'est-à-dire que lui va chercher une quête autre que celle qui lui est destinée ou que son maître est dans l'attention. Alors très souvent, vous m'entendez toujours là? Oui. Voilà. Très souvent, il y a des gens qui perdent leur chat et puis une simple recherche de ma part. Alors moi, je ne communique pas avec l'intuition ou ceci. J'utilise des outils comme les runes, comme des outils de divination qui permettent, ou même le pendule, qui vont permettre de rentrer en contact avec l'animal à condition que celui-ci le veuille. Alors, c'est assez complexe dans son ensemble, mais un animal qui a été attaché et qui s'est sauvé, c'est très très dur de le retrouver. Par contre, on peut retrouver ce que l'on appelle son taux vibratoire et son taux de vitalité, et à partir de là, le localiser ou le géolocaliser sur une carte. Ça, c'est possible, mais très souvent, si l'animal est contre le fait qu'il soit retrouvé, à ce moment-là, je vais avoir des fausses indications ou quelque chose qui va complètement être absurde. Voilà ce que je voulais dire. Mais aller un petit peu plus loin par rapport à ça, c'est que, alors, en dehors des animaux perdus, puisque je travaille avec toi, Laurent, pour les animaux en général, on va, dans tous les cas, demander l'avis de l'être humain. Demander l'accord de l'être humain. Pourquoi? Tout simplement parce que si l'être humain n'est pas au courant qu'on est en train de faire une communication avec son animal, par exemple, un animal qui aboie à côté de chez vous, on a juste envie de lui dire de se taire, et qu'on fait une communication avec lui, l'animal va nous demander des choses à mettre en place qu'on ne va pas pouvoir faire puisque l'humain n'est pas au courant, et va également pouvoir nous raconter de façon assez détaillée la vie, en 2 mots, de son humain et de sa famille. Donc évidemment, parce qu'on ne regarde pas. Bien sûr, là, évidemment, s'il n'y a plus d'accord, c'est terminé. On ne le retrouve pas. Il y a aussi quelque chose qui rentre en compte et qui fait partie de la quête de chacun, c'est-à-dire que moi, je tiens compte aussi de l'année de naissance ou le jour de naissance ou la date d'acquisition de l'animal et la date de son départ. Alors, très souvent, il peut y avoir au niveau de numérologie, il peut y avoir des chiffres qui coïncident.
Et dans ce cas-là, lorsque les chiffres coïncident, c'est donc de la volonté de l'animal. Il faut le savoir aussi, quoi. Donc, c'est assez complexe, mais c'est caractéristique de toute recherche ou de toute perte d'un animal, quoi. Après, c'est sûr que ce n'est pas toujours agréable d'apprendre que son animal est décédé ou qu'il y a une problématique de ce genre. Mais bon, il ne faut pas s'en faire non plus, quoi. Les animaux sont là pour nous aider, c'est sûr. Dire que, comme tu dis, Shaina, que ce sont les animaux qui nous choisissent, je dirais oui, mais c'est aussi une partie de notre guide aussi qui va chercher l'information parce que dans notre quête à nous, on a besoin de cet apport. Voilà, donc c'est l'animal qui nous choisit, oui, mais il y a des choses beaucoup plus complexes qui viennent par-dessus tout ça, quoi. Et ça reste très complexe et c'est pour ça que c'est difficilement maîtrisable. Une rencontre d'âme. Voilà. En fait, l'animal va nous exprimer extrêmement clairement pourquoi il est là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, il va nous dire j'ai une mission. Alors, j'avais écrit une liste de missions. On en a déjà parlé tout à l'heure. On a parlé de la mission d'accompagnement, qui peut être une mission de fun aussi, de révélateur et d'éponge, par rapport aux maladies dont on parlait tout à l'heure, aux actes également. La mission de sacrifice, donc de la maltraitance, on en a parlé aussi, et également les missions de martyr. Donc, bon, là, on va jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la mort de l'animal, qui, une fois qu'il sera parti, va transmettre sa mission à un autre animal qui va arriver spontanément et qui va reprendre en cours de route exactement la même mission et qui va nous l'expliquer à son tour. Il y a d'autres questions là qui arrivent. Peut-on penser qu'il y ait une continuité par transmission inconsciente d'un animal à l'autre lorsqu'il se suit au détour de la vie d'une famille, sans s'être connu? C'est-à-dire, quand on a un décès, comme moi j'ai perdu mon petit chat, ma chatte, est-ce qu'elle peut revenir dans un autre corps, dans la même famille? Alors, tout est possible. Par contre, en communication animale, on ne va pas rentrer là-dedans parce qu'il y a tellement de choses précises à envisager avant ça et qui apportent tellement des réponses plus tactiles, plus présentes, on va vraiment vivre le moment présent avec eux. C'est important, les animaux vivent le moment présent. Tout ce qui est passé, donc ils ont une mémoire, ils vont de temps en temps, mais pas toujours, nous parler de leur passé, mais ils sont là au moment où, c'est pour ça qu'ils nous demandent toujours d'être en relation avec eux, les yeux dans les yeux, à un moment bien particulier, et qu'on ait un vrai échange. Tout ce qui est arrivé, tout ce que l'autre animal était, c'est pas là, il ne rentre pas dans ce genre de… Donc tu ne saurais pas dire il y a des rencontres karmiques qui reviennent comme ça. Ça m'est arrivé, mais je rentre pas dans le. Je rentre pas dans le. Comment? Je rentre pas dans ce type de conversation parce qu'en plus ça apporte des pistes qui pour moi sont pas forcément justes et je tiens à ce que la communication soit vraiment dans un code éthique, Je respecte ce. Et tous ces animaux qui souffrent dans les élevages, dans les transports et dans les abattoirs d'Isabelle, qui s'occupe énormément de la cause animale, qui est mon amie dont je t'ai parlé, qui pose cette question. Voilà. Alors, merci Isabelle. En fait, alors, il y a plusieurs réponses par rapport à ça. C'est une souffrance qui est insupportable au niveau de l'élevage, des méthodes d'élevage, au niveau des transports, vu les conditions et vu les 20 à 25 minutes, voire 30 minutes d'agonie que l'on impose aux animaux avant de mourir, pour pouvoir ensuite être mis dans les étalages des supermarchés. Évidemment, je ne cautionne absolument pas tout ça. Je suis végétarienne depuis toute petite, complètement végétarienne, il n'est même pas question de manger une crevette. Et c'est même pas une question que je me pose parce que c'est comme ça à l'intérieur de moi. Après, je suis extrêmement tolérante aussi et je ne juge jamais qui que ce soit sur ce sujet ou sur plein d'autres sujets.
Donc, je ressens la souffrance des animaux. Je suis militante pour pouvoir être à leur côté. Et je dis que le monde humain, par rapport à ça, en est là où il en est. Et que ben, si on a des solutions à mettre en place ensemble, Isabelle, c'est très volontiers. Vraiment. Après, je pense que ça passe par l'éducation et non pas par la force. On est dans une région où il y a Marineland, par exemple, et j'aime à raconter que je suis allée à de nombreuses manifestations devant Marineland, où on était très nombreux à hurler, à se casser la voix toute la journée, avec des panneaux, avec des orques qu'on avait couverts de sang, etc. Et à la fin de la journée, je n'étais pas satisfaite. Je n'étais pas satisfaite, pourquoi? Parce qu'il y avait des familles entières qui rentraient dans Marineland et qui nous regardaient en brandissant leur ticket d'entrée pour aller voir ces orques et ces dauphins qui sont emprisonnés. Et en fait, pourquoi je n'étais pas satisfaite? Parce que je me suis rendu compte qu'on ne leur avait rien expliqué. On les a juste jugés, on leur a dit c'est pas bien ce que vous faites, mais on ne leur a pas expliqué pourquoi. Et eux, leur intention, au départ, c'était juste d'emmener leurs enfants voir des animaux qu'on ne voit nulle part ailleurs que dans des bassins enfermés. Donc, la démarche, je pense qu'elle est plus juste si on éduque, si on explique. Donc, comme on est en train de le faire là, si des personnes avaient l'intention d'emmener leurs enfants à Marineland, ben maintenant, ils peuvent le faire en connaissance de cause, en sachant que on a des orques qui sont comme si l'être humain était dans une baignoire pendant des années et des années et des années. Donc, je suis plus pour l'accompagnement et l'éducation que le jugement. Et je pense que ça n'apporte pas autant de résultats. Alors, les animaux, groupes, abeilles, fourmis, etc., savez-vous quelles sont leurs missions? C'est intéressant, ça. Non, je n'ai jamais posé cette question. Je promets de le faire. Alors, en fait, je vais vous expliquer, comme ça vous allez mieux comprendre pourquoi je n'ai jamais posé cette question. Honnêtement, je ne l'ai jamais fait. Parce qu'en fait, mon quotidien est divisé en plusieurs parties. La première partie, c'est que je vais au domicile des personnes pour faire des communications avec leurs animaux, donc chez des animaux domestiques, au domicile ou dans des centres équestres, évidemment. Je le fais également à distance sur photo. Et donc ça, c'est la première partie dont je vous parlais tout à l'heure, où on va écouter l'animal, nous parler spontanément, et on va également lui poser des questions, régler des problèmes de comportement, leur demander leur avis, les accompagner également en fin de vie. Est-ce qu'ils ont des messages pour leurs humains? Trouver leur avis par rapport aux entraînements, les concours. Enfin, il y a plein de sujets à aborder avec eux. Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, ce sont les stages où j'enseigne aux personnes à communiquer par télépathie avec leurs animaux et les animaux en général. Donc là, ce sont des stages collectifs ou des stages à domicile avec un minimum de personnes. Et là, pendant le stage collectif, pendant 2 jours, je vais vous amener petit à petit dans cet état particulier qui permettra de faire une première communication dès la première heure le lendemain matin. Et cet état particulier, et puis également retirer pas mal de croyances qu'il y a sur le monde animal et les animaux. Et c'est petit à petit qu'on arrive à lâcher son mental et à le mettre bien à part pour pouvoir créer ce lien d'âme à âme qui devient ensuite d'un naturel quotidien et déconcertant en fait. Parce que c'est juste super simple à faire, c'est juste qu'il faut se faire réveiller à nouveau de qui on était quand on était petit et qu'on le faisait spontanément et naturellement. Donc ça, c'est la deuxième partie de ce que je fais de mes journées. Et la troisième partie, c'est qu'on a mis au point avec Franck Gilbert de la professionnalisation de communicateurs animaliers parce que moi, je ne peux pas faire face à toutes les demandes de communication et qu'il y a un moment donné, il faut aussi transmettre et permettre à des personnes de le faire au quotidien et de former des nouveaux petits colibris. Hein, je vous rappelle l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure. Et donc, en communication animale et également en soins vibratoires, que sont les soins RVF que Gilbert a mis au point, qui permettent d'aller chercher dans l'inconscient de l'animal ou de l'être humain
la cause d'une situation, quelle qu'elle soit, et de pouvoir la transformer et arrêter d'appuyer sur le bouton qui fait mal, en fait, que ce soit chez l'animal ou chez nous. Donc, on a mis au point tout un parcours professionnel que vous pouvez visualiser sur mon site, hein, c'est shaina-lebeau.com, avec tous les programmes des stages. Donc, on est en plein là-dedans. Vous voyez que les journées sont bien remplies, mais je vous promets quand même, je vous promets, d'aller chercher l'info auprès des fourmis pour connaître quelle est leur mission. Que penser de la vaccination chez nos animaux domestiques? Survaccination qui diminuerait leur immunisation. Alors, tout ce qui est diagnostic vétérinaire, tout ce qui est médication, tout ce qui est vaccination, etc., je laisse ça aux vétérinaires. Par contre, nos chattes à la maison ne sont pas vaccinées. Maintenant, je vous laisse en penser ce que vous souhaitez, mais s'il y a un conseil à demander, c'est que moi, je ne me prends pas à aucun moment pour avoir la capacité qu'ont les vétérinaires à poser des diagnostics, etc. Donc, quand il y a un problème de santé, je demande toujours un diagnostic vétérinaire pour passer à côté de quoi que ce soit. S'il y a une échographie à faire, moi, je vais scanner le corps au niveau énergétique, donc je vais avoir beaucoup d'informations, mais on va vérifier avec le vétérinaire ce qu'il y a derrière. Je vais également travailler avec des éducateurs canins, avec des ostéopathes, évidemment. Je ne suis pas ostéopathe. Chez les chevaux en particulier, voir un ostéopathe plusieurs fois par an, c'est juste indispensable parce qu'ils sont montés et qu'ils en prennent un coup à chaque fois qu'ils sont montés. Et il faut remettre tout ça en place au niveau du corps physique aussi. Tout est complémentaire et tout est important de mettre ensemble et de ne pas juger telle ou telle profession. On est tous importants et tous humbles. Alors, je n'ai jamais réussi à faire une séance de RVF à mon chien. Mais il a toujours réagi lorsque je fais une séance. Et qu'il est présent. J'ai hâte de rentrer en contact avec les pères. Je n'ai jamais réussi à faire une séance de RVF à mon chien. Et pourquoi? C'est vous, Isabelle? Est-ce qu'elle veut prendre la parole? Oui? Oui? Allez, on active. Vous avez la parole, Isabelle. Bonjour à tout le monde. Bonsoir. Oui, je me permets d'intervenir par rapport au RVF en regard des animaux. J'ai toujours été en contact avec les bébêtes depuis que je suis môme, donc c'est une question de complicité pour moi. Et j'ai jamais réussi à le garder en statique et à le détendre au point qu'il parte sur une séance avec moi. Alors ça doit venir de moi, mais c'est pas possible autrement. J'ai emmené chez un ostéo à Tarbes qui fait du vibratoire, il a gardé 45 minutes sur la table, en contact direct, le père, il a pas bouché, c'est bien. Moi je le touche, voilà, impossible. Alors, en fait, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que quand je fais, moi, un soin énergétique qui n'est pas RVF, en apposant les mains sur l'animal, effectivement, il ne bouge plus. Donc ça, c'est la première possibilité. En RVF, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est de tester sur l'humain ce qui se passe chez l'animal. Donc, on prend le pouls, en fait, de l'humain et on teste par rapport à l'animal. Et la troisième, comment? Oui, la deuxième possibilité pour RVF, c'est de travailler sur une planche sur laquelle on représente l'animal. Et on teste sur la planche. Donc, on est en train de mettre au point avec Franck ces planches. Donc, ça va bientôt sortir. On ne les a pas encore finalisées. Et une nouvelle mallette animale et humain qui sera un peu plus petite. Donc, pour la suite des informations, voir Franck Hubert. Je vais l'appeler Pépère aussi. Par rapport au stage, moi, qui m'intéresse fortement, ce que vous me présentez, moi je trouve ça. J'ai l'impression que c'était un trou que je n'avais jamais comblé. Il manquait quelque chose, et là ça arrive. Il n'y a pas de hasard, c'est évident. Et comment dire,
après presque 2 ans d'arrêt de thérapie à tous les niveaux, pour ce raison, là, vous arrivez avec vos connaissances, ça me parle, mais alors, d'une façon pas possible. Et il faut qu'on voit en privé, bien sûr, la faisabilité des stages. Mais Franck participe, lui aussi, il intervient dans ces 3 jours de formation par rapport aux soins vibratoires. Alors, les soins collectifs, les soins. Alors, il y a plusieurs choses. On va prendre le début. Les stages pour apprendre à communiquer par télépathie avec les animaux durent 2 jours et il y a une 3e journée de supervision, de pratique où on va voir des animaux. Donc là, Franck est systématiquement présent et il intervient sur les sujets, sur plusieurs choses. Plus sur les soins. Donc, sur les soins, mais également sur tout ce qui est attrait à l'être humain. D'accord, ok. C'est un corollaire, de toute façon, on ne peut pas scinder les choses d'emblée. Absolument, on est bien d'accord. Et ensuite, lors des stages de professionnalisation, donc, tous les modules, on les anime ensemble. Et après, il y a la partie professionnalisation, communication animale et la partie pour devenir praticien RVF. D'accord. Donc après, on peut déjà, si j'ai bien compris. Voilà. Sinon, on peut devenir bi et avoir les 2 casquettes. Ah ben là, c'est le top, quoi. Là, il n'y a pas mieux. Eh ben, ce serait super. C'est pour ça qu'on a des personnes qui ont déjà fait la communication animale qui vont vers RVF maintenant pour compléter la panoplie et l'inverse. Et l'inverse. Oui. L'un va avec l'autre. D'accord. Bon, et également avec tout ce qui est complément au niveau du laboratoire où là, les produits de bac et tout ça. Voilà. Où là, ce sont des… Je vais répondre. Ce sont des produits qui sont informés, que vous connaissez, avec des fleurs de bac, des élixirs, etc. Donc, il y a des spécialités en fonction de l'animal. Donc, ça s'appelle harmonie chien, harmonie chat, harmonie cheval, harmonie, etc. Et qui sont complémentaires à la communication animale par rapport à l'anxiété développée par l'animal. On traite l'humain en même temps avec aussi de l'aroma ou autre en parallèle. Oui. C'est-à-dire que moi, je teste quelles sont les fleurs de bac à rajouter à l'harmonie qui en contient déjà, mais pour personnaliser, parce que c'est mon fonctionnement, je travaille comme ça. Et ensuite, on prend le composé pour l'humain et on rajoute les mêmes fleurs de bac. Parce que qui ressort chez l'animal est présent chez l'humain qui l'accompagne. Et là, on est complet et on a une perception globale. On teste les 2 ou pas? Oui. On fait un soin pour les 2, un pour l'animal, un pour l'humain? Ça dépend. Ça dépend. C'est cas par cas. Si on teste l'animal, on a la résonance avec l'humain puisque tous les 2 fonctionnent ensemble. Mais on potentialise pas l'efficacité en faisant les 2? C'est pas forcément utile. En ce qui concerne les fleurs de bac, en testant uniquement l'animal, on a la réponse pour l'humain. Alors, attention, on a la réponse pour l'humain avec lequel il est en mission. Oui, avec d'autres personnes qui peuvent influencer le microcosme. Ouais, d'accord, ok. Bah, c'est passionnant. Merci Isabelle. Mais de rien, je vous laisse continuer. J'écoute. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient prendre la parole? Isabelle, peut-être, parce que là, je vois que tu as une question et que tu t'intéresses beaucoup à la cause animale. Peut-être que ça serait bien que tu prennes la parole, je ne sais pas. Tu me fais un petit message si tu es OK. Sinon, elle dit, je voulais juste ajouter que pour participer régulièrement et activement aux actions de défense pour les animaux, nous ne sommes jamais dans le jugement. Ça, j'imagine. Hein. Il vaut mieux parce que sinon, ça ne passera pas. Alors, vos stages se font-ils en Belgique? Alors, on n'a pas encore été jusqu'en Belgique. On revient de Dijon. On repart la semaine prochaine à Romagneux. On va faire un stage à Romagneux à côté de Chambéry. On va à Paris fin octobre. Donc, si vous avez en Belgique la possibilité, exactement. Il faut le faire. Si vous voulez organiser un stage en Belgique, il suffit que vous réunissiez quelques personnes
Nous, on fixe la date ensemble et ensuite on communique dessus par nous, tous nos moyens de communication, que ce soit Facebook, la newsletter, etc. Et on finit de remplir le stage avec vous. Et donc, on prévoit en général 3-4 mois de délai. Et on prend l'avion, voiture, hélicoptère, ou la chouette d'Harry Potter. Le cheval. Et on vous rejoint. Et c'est comme ça qu'on fait des stages dans toute la France, y compris à l'étranger, puisqu'on a été au Maroc. Au mois de février, on a fait un stage au Maroc avec des gens qui sont dans la protection animale, justement, Isabelle. Et ça a été extrêmement enrichissant de voir que dans un pays où les animaux sont fortement utilisés pour le travail dur, c'est extrêmement difficile, on a pu rencontrer des gens qui étaient ouverts à la protection animale et on peut avancer ensemble, toujours pareil, sans jugement et dans une démarche commune. En fait, j'aime bien ce que vous avez écrit, Isabelle, parce que c'est vrai que si on commence à juger, on provoque la colère. Et que ce soit la colère chez l'être humain ou chez l'animal, une fois que la colère a démarré, il n'y a plus de communication possible. Donc, on est obligé d'attendre que la colère retombe. Et une fois qu'elle est retombée, on peut commencer à discuter à nouveau. Sinon, ça ne marche pas. Il y en a qui disent chouette à Paris. Oui, à Paris, ce sera fin octobre. Alors, Harmonie Marvel, tu as une question au sujet de l'harmonie chat. Est-ce que tu veux prendre la parole ou bien tu peux la poser par chat? Alors, entre-temps, on va répondre à celle de Marie-Cécile. Avez-vous un conseil à donner, par exemple, lorsqu'on souhaite les amener chez le veto? Alors, oui. Quand on les emmène chez le vétérinaire, bien sûr, l'idéal, c'est de leur dire, par télépathie, c'est forcément l'idéal, parce qu'on va leur montrer les images de l'endroit où ils vont et on va rentrer dans le détail de ce qu'ils vont vivre. Donc, forcément, c'est l'idéal. Après, quand on ne fait pas de télépathie, on peut effectivement se mettre, je vous disais tout à l'heure, vous vous mettez par terre, en face de l'animal, et vous lui parlez les yeux dans les yeux, avec une calme et tranquillité, vous prenez votre temps et vous lui expliquez, là, je vais t'emmener chez le vétérinaire parce que tu vas avoir une piqûre, nanana. Vous lui expliquez tout ce qui va se passer. Une fois que vous arrivez chez le vétérinaire, vous faites exactement la même chose, avec vos mots. L'animal va comprendre ce que vous lui dites. Ensuite, une fois que vous êtes là-bas, si l'animal, quand il rentre dans le cabinet du vétérinaire, vous constatez qu'il est un peu paniqué ou pas hyper bien, vous pouvez être sûr que c'est parce que vous êtes paniqué et pas hyper bien. Si vous avez le cœur comme ça parce que votre animal va subir quelque chose, vous êtes tranquille. La chose que vous pouvez faire, c'est sortir du cabinet en lui-même, aller dans le couloir, laisser le vétérinaire faire son boulot, et comme ça, l'animal sera beaucoup plus calme et beaucoup plus tranquille. Et vous revenez après le chouchouter, lui faire des gros câlins. En fait, on est vraiment des… Moi, j'ai une question délicate. Oui. Quand on a un animal qui est très malade et qui est vraiment, on sait qu'il est condamné, qu'il va souffrir. Est-ce qu'il faut le faire piquer ou attendre? Alors, la communication animale, ça sert aussi à ça. On va voir avec l'animal quel est son degré de souffrance. Donc, on va savoir, parce que les animaux sont très forts pour nous faire croire qu'ils ne souffrent pas alors qu'ils souffrent terriblement. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, une fois qu'on aura son degré de souffrance, on va savoir s'il a un petit peu mal, moyen mal ou beaucoup mal. Et ensuite, on va lui demander à lui, qu'est-ce que tu souhaites? Est-ce que tu as un message à passer à un membre de la famille? À qui? Quel est ce message? Est-ce que tu veux lui dire directement, donc par l'intermédiaire de la télépathie évidemment, où est-ce qu'on en est? Et c'est l'animal, lui, qui va décider et nous dire, je sais que tu n'es pas forcément prêt, mais là, moi, franchement, j'en peux plus, par exemple. Et là, l'euthanasie va être un acte d'amour. On ne va plus être dans est-ce que je le fais piquer ou pas. La question ne se pose même plus, c'est l'animal qui va le dire. Et c'est super clair. D'accord. Ça, c'est important aussi, parce que parfois, c'est pas. On a vu hier soir le cas, on a des humains qui sont venus avec leur chienne qui est très malade. Et on a passé beaucoup de temps ensemble. Et à la fin, on a demandé à l'animal ce qu'elle souhaitait. Et elle a dit, effectivement, j'ai mal, mais je veux rester. Donc, on va suivre l'évolution de ce qui se passe. Et puis, tous les 2-3 jours, on va refaire une communication avec l'animal pour voir où est-ce qu'elle en est.
le moment sera le moment, et c'est ce moment-là qu'elle aura pour passer. Ou peut-être ils ont envie de mourir dans leur famille, sans pour autant, voilà, Jusqu'à la fin. On est toujours attentif à la vie, alors L' AVIS, de l'animal. Qu'est-ce que lui il souhaite, qu'est-ce qu'il pense? Alors, il y a Harmonie Marvet qui veut prendre la parole. Oui, ça y est, Harmonie, je te donne la parole. Voilà, tu es en ligne. Bonjour. On m'entend pas. Ah, Oui, ça y est, on t'entend, hein, Harmonie. Là, j'ai été en contact avec vous au sujet d'un chat. On n'entend pas très bien. Tu peux parler un peu plus fort? Ben, pourtant, j'ai le micro près de la bouche. Allô? Là, on n'entend pas. Peut-être qu'il faut monter ton son. Ah, pardon, oui, oui, oui. Oui. Merci. Est-ce que c'est mieux? Non, pas trop. Non. Bon, on va essayer d'être attentif. Et là maintenant? Ben, sinon, je vais poser ma question sur le chat. Vas-y, essaye de parler. Alors, j'ai de l'harmonie chat à la maison. Est-ce que je peux le donner à un chat qui a pas eu de communication pour l'instant? Oui, bien sûr. Tu as de l'harmonie chat chez toi, c'est ça? Oui, oui, parce que j'ai passé les commandes chez Harmonie quantique? voilà, exactement. Pour un autre chat, mais bon, voilà, ce chat m'a quitté il y a quelques temps. Donc, je peux le donner à la femelle. Bien sûr. Un quart de cuillère dans la gamelle. C'est la même posologie, hein, bien sûr. Oui, tu peux, bien sûr. Okay. En fait, tout à l'heure, ce que je disais, c'est que le traitement d'harmonie chat, chien ou autre est complémentaire à la communication animale. Oui. Et puis, on va rajouter, on va personnaliser à travers la communication animale les fleurs de bac qui vont bien. Mais il y en a déjà dedans. Et c'est un problème d'anxiété par rapport au chat? Non, c'était le mâle qui est décédé, qui avait eu une communication avec Hélène. Oui. D'accord, tu as fait une communication avec Hélène. Mais pour mon chat qui est mort il y a 3 semaines. D'accord. Voilà. Et donc, comme elle est toute seule et elle a des problèmes d'anxiété, un petit peu d'eczéma, ou on ne sait pas trop sur le ventre. Donc, je lui en donne, mais je voulais savoir si c'était utile de lui en donner ou pas. Oui, tout à fait, tu peux. Parce que je pense qu'il lui manque quand même. Elle arrête de miauler depuis qu'il est petit. Ouais, alors après, c'est vrai que ce serait bien de l'interroger lui pour savoir où il en est et qu'est-ce qu'il. C'est ce que m'a dit Hélène. Elle m'a dit d'attendre 5 semaines après la date du décès. Alors, pour les autres personnes qui sont là en ligne, Hélène est la personne avec laquelle je travaille et qui est devenue professionnelle en communication animale, bien sûr. Elle m'a bien aidée d'ailleurs. Super. Ah oui, oui. Voilà. Donc, voilà. Mais j'ai encore 2 semaines avant de faire la communication avec mon chat qui est parti. D'accord. Il n'arrive pas à dire qu'il est. Voilà. En fait, ça peut être très important après un décès. J'avais eu un chien comme ça qui était hyper pote avec un chat. Ils étaient vraiment tout le temps ensemble. Et le chat, alors là, c'est pas le cas, hein, il y a eu un accident et le chat est parti dans un accident de voiture. Ah oui. Et le chien, tant qu'il n'y avait pas eu la communication avec lui, qui a duré 2 heures, où il a fallu, oui, on est la voix qui tremble. Il a fallu montrer carrément la scène de l'accident au chien, avec tous les détails possibles, parce que sinon il était dans le déni de ce décès et il ne voulait pas du tout accepter, donc il restait prostré à l'endroit où le chat vivait, à travers le panier, à côté du panier du chat, quoi. Et dès qu'on a eu fini la communication au bout de 2 heures, ben là il a pu reprendre sa vie et l'humaine reprendre un chat. Ok. D'accord. Je comprends mieux pourquoi elle est tout le temps à m'emmener sur le lit maintenant. Ok. Ça. Oui. Elle ne comprend pas. Ok. Au moins, bon. Ok. Ouais. C'est pas pour rien que je raconte l'histoire. Hein. Oui. Oui. Merci Harmonie. Merci. Merci. Les chats prennent facilement les entités. C'est pour cette raison que les Égyptiens les utilisaient. Pas bon signe d'avoir un chat qui dort sur son lit. Ah, bon, moi je suis pas trop d'accord. Ouais, je suis pas trop d'accord avec ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Mon chat, il est dans mon lit. Et les chats, ils adorent ça. Je n'ai pas d'avis sur le sujet. Les chats, en fait, moi, ce que j'entends, c'est ce que les chats nous donnent comme information. C'est, enfin, on parle avec. Ça va, Harmonie? En fait, les informations qu'on a lors de la communication, on parle avec eux comme on parle, nous, entre êtres humains. Donc, les chats, par contre, me disent souvent qu'ils ont beaucoup de travail parce qu'ils nettoient nos maisons de toutes les émotions, de tout ce qui s'y passe, etc. Et s'il y a eu une dispute, par exemple, la veille, le chat va nous parler de la dispute avec les détails possibles et imaginables. Après, ça me rappelle une autre histoire, en fait. C'était un chien qui aboyait énormément, donc on m'avait demandé de venir pour régler le problème d'aboiement du chien. Et en fait, le chien aboyait, il a exprimé immédiatement et il a dit je fais la même chose que mon humain. J'ai mon technicien, il me disait ah mais là j'ai mon chien qui aboie tout le temps, ça m'intéresserait de participer. Là, je vais lui dire, arrête d'aboyer. Alors là, c'est ce qui s'est passé ce jour-là. C'est pas pour ça que tous les chiens qui aboient le font parce que leurs humains aboient. Sois bien d'accord. Il peut y avoir d'autres raisons. Il peut y avoir plein d'autres raisons. D'accord. Après, quand c'est non-stop, c'est bon. Est-ce qu'il y a des animaux qui sont schizophrènes, qui sont malades mentaux? Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. C'est rare, c'est plus rare que chez les humains, mais ça arrive. En fait, s'il l'est, c'est que l'humain a une problématique du même style. Après, qu'est-ce qu'on met comme maladie mentale et qu'est-ce qu'on met comme maladie non mentale? Comment on explique tout ça? Comment on rentre? Pour moi, vraiment, l'essentiel, c'est de demander l'avis de l'animal et ensuite aller tester dans l'inconscient qu'est-ce qui se passe par rapport à l'animal et à l'être humain pour pouvoir mettre en place derrière la schizophrénie et avoir une explication sur la cause et qu'est-ce qui se passe réellement. Pourquoi il y a des chats qui mordent? Demander à eux leur avis. Ah ouais, il n'y a pas une raison. Il n'y a pas de raison. Tous les comportements des animaux n'ont pas une raison. Tous les comportements ont multiples raisons en fonction de oui. Alors, donc moi je suis pas trop d'accord avec ton signe qui est pas bon si le chat est sur le lit, parce que les chats ils adorent être sur le lit, hein, Laurent. Voilà. Oui. Tu veux prendre la parole? Bon, allez, on te la donne parce que c'est toi. Hein. Ah, merci, c'est gentil. T'es là. Oui, je voulais faire juste une petite intervention parce que dans le chat, il est très intéressant et ce n'est pas pour rien que beaucoup de gens en ont et commencent à en prendre aujourd'hui. C'est un animal, il faut savoir, au niveau des réseaux telluriques, qui va chercher ce que l'on appelle les nœuds Hartmann. Les nœuds Hartmann, ça fait partie du réseau tellurique classique, on va dire, qui est un champ d'information et un réseau de communication très rapide. Quand on marche en télépathie, par exemple, on va marcher par ce réseau de communication. C'est très, très rapide. Les chats, et ce n'est pas qu'une observation de ma part, parce que je les analyse depuis déjà plusieurs années et je les étudie parce qu'ils sont très intéressants au niveau de la culture, par exemple. Ils vont nous indiquer dans un jardin l'endroit propice pour pouvoir planter. Ils vont donner à la maison un endroit sur lequel ils vont souvent s'installer, s'aligner uniquement pour… Alors tout ça, c'est un domaine physique, hein. Il faut savoir que malheureusement, la peau de chat a été utilisée en électrostatique il y a 20-30 ans de ça pour attirer des petits bouts de papier sur une règle. Je pense que tout le monde a plus ou moins fait cette expérience-là. Et
Et c'est pas pour rien, c'est juste. Vous m'entendez là? Pardon. C'est pas de la communication animale, ça, Laurent. Vous allez comprendre après parce que le chat, lui, va chercher ce réseau-là. Et sur ce réseau, il va prendre ce que l'on appelle des entités. C'est-à-dire que un enfant qui fera des cauchemars la nuit, très souvent, il sera sur un réseau tellurique. Il y a du passage d'entités. Le chat, lui, aura des réactions différentes si jamais il est en contact avec une entité ou quelque chose qui va être d'ordre perturbateur. C'est un animal très protecteur, il faut le savoir, et c'est un animal qui va prendre les chocs à votre place, quoi. Et ça, j'insiste un peu sur cette Donc, tu peux dire que si c'est sur le lit, c'est pour nous protéger d'un réseau tellurique. Exactement, il faut faire très attention à ça. Hormis les câlins, évidemment, les caresses, etc. S'il fait des caresses, il viendra si vous êtes sur un autre endroit, par exemple. Il ne va pas faciliter un endroit propice à lui. Mais très souvent, vous pouvez remarquer tous, si vous avez des chats, les chats vont s'installer toujours au même endroit. Et très souvent, s'il s'installe à deux endroits, c'est que cet endroit, il est obligatoirement décalé de 2,20 m ou 4,40 m, c'est dans ces eaux-là, quoi. Et ça, c'est complètement vérifiable, vous pouvez le constater par vous-même. Mais très souvent, dans des maisons à des taux très bas et sur lesquels circulent des entités ou des choses néfastes, le chat, lui, va encaisser les chocs. Ça, il faut le savoir aussi, quoi. Alors, ce n'est pas systématique, mais c'est très fréquent. Il faut le savoir aussi. Donc, je m'intéresse surtout au chat. Le chien, lui, par exemple, si vous mettez sa niche sur un nœud Hartmann ou Curie, il ne va pas y aller, il ne va pas aller dedans. La gamelle, c'est pareil, il va éviter d'aller la chercher. Voilà, tout ça, ce sont des choses qui sont telluriques. Lui, il ressent plus les choses que nous. Il faut le savoir. Alors, après, Merci, Laurent. Merci, Laurent. Les problèmes de gamelle, etc., c'est vrai que l'animal ne va pas forcément nous dire « je suis sur un nœud Hartmann, donc je ne mange pas dans cette gamelle-là ». Par contre, l'animal va nous dire ben, moi, je voudrais ma gamelle à tel endroit parce que je préfère être là. Mais ça peut être aussi, vous savez, les chats n'aiment pas avoir leur toilette dans l'endroit où ils mangent et dans l'endroit où ils jouent. Ils ont des territoires bien précis qui se fabriquent. Donc, si on met la gamelle à côté de la litière, c'est clair qu'il y a un truc qui ne colle pas. Et bon, ça, c'est vrai que c'est du bon sens. Hein. Et que, après, tout ce qui est réseau Hartmann, etc., ben, ce n'est pas ma spécialité. Donc, moi, je ne fais que de la communication animale, du comportement des animaux, de la médiation animale. Et puis, il y a très longtemps, je faisais aussi de la sophrologie, de l'hypnose et de la déprogrammation des cerveaux humains par rapport aux traumatismes multiples et variés. Et est-ce que tu peux le faire pour les animaux maintenant? Oui. Ah. Donc, ça fonctionne. La communication animale est une solution. Et puis, RVS, évidemment, hein, Isabelle. Et puis, d'autres méthodes aussi. En fait, quand il y a des gros traumatismes chez l'animal, il y a des méthodes qu'on utilise qui sont plus ou moins adaptées en fonction du choc. Et des animaux aussi. Donc, c'est toujours pareil. Vous avez remarqué depuis tout à l'heure, je vous dis toujours, on demande l'avis de l'animal. Je n'ai pas de réponse toute faite. Ça va dépendre de l'animal, de ce qu'il vit, de sa famille, des humains qui composent la famille, de l'endroit où il vit, etc. Donc, on va toujours… ça, ce sont des papates magiques. Nos papates magiques nous permettent d'aller creuser avec l'animal pour aller au bout des questions et de son propre fonctionnement à lui, puisqu'il a sa propre personnalité. Et que ça, c'est un truc sympa à savoir, c'est que tous les animaux ont une personnalité qui leur est propre. Donc, on peut raconter ce qu'on veut, que tous les border collies ont tel comportement, ou que tous les chats persans, j'aime bien ça, tous les chats persans sont des chats d'appartement. Ah oui, bon, on en a une à la maison, et ce qu'elle adore, c'est aller se mettre minable dehors dans le jardin. Et oui. Donc, c'est… Alors, les animaux de cirque en fin de carrière se comportent comme des schizophrènes, nous dit Marie. Alors, on peut parler de schizophrénie, on peut parler de comment ce sont des comportements dépressifs. Et donc, c'est valable pour les animaux de cirque, c'est valable pour les animaux dans les zoos, c'est valable pour tous les animaux qui
sont enfermés et privés de liberté. Et c'est également valable pour tous les êtres humains qui sont privés de liberté. Ça engendre des problèmes de grosse anxiété et de dépression, voire de schizophrénie, évidemment. Ou autre, hein, ou autre. Mais des comportements difficiles. Ben, on n'aura pas eu Isabelle qui a pris la parole. Est-ce que tu es toujours là, Isabelle? Isabelle. Ah, elle est là, mais elle n'est plus devant son ordi. Elle doit être au téléphone quelque part. Alors, si tu es là, Isabelle, on te voit. Coucou. Non, j'étais en train de me demander, est-ce que tu voulais prendre la parole pour… Oui ou non? C'est oui ou non? Oui, apparemment. Oui? Allez, je te donne la parole. Isabelle, qui est une amie et qui s'occupe avec beaucoup d'amour à la cause animale. Voilà, tu as la parole, Isabelle. Bonsoir. Coucou. Oui, je voulais rebondir sur ce que vous aviez dit tout à l'heure. C'est vrai que les manifestations devant le Marineland ne sont pas toujours très constructives, et ça, je suis parfois d'accord avec vous. Mais c'est une façon de manifester un mécontentement. Mais au-delà de ce genre de manifestation, il y a des actions sur le terrain qui se font pas devant le Marineland, qui se font dans le centre de Nice ou dans d'autres centres de différentes villes, où il y a vraiment de l'explication, il y a de la sensibilisation, il y a de l'information, et évidemment jamais dans le jugement, puisque notre objectif c'est d'informer les gens, de les sensibiliser pour qu'ils puissent évidemment changer leurs habitudes, leur comportement, et prendre conscience de ce qu'est l'animal, un être vivant à part entière. Hein. Donc que ce soit pour les animaux. Dont vous parlez ? Comment ? C'est L214 dont vous parlez, par exemple? Alors, entre autres, il y a L214, il y a d'autres, parce qu'en fait, on est plusieurs bénévoles et on participe à de multiples actions. Donc, entre autres, L214, quand on est sur le terrain, que ce soit contre le foie gras, que ce soit contre le lait ou les produits laitiers, on est toujours dans l'information. Et si les gens n'ont pas envie de nous écouter, on ne va pas les forcer à nous écouter, hein. On est toujours très, très respectueux de la personne. De toute façon, si elle n'est pas prête à nous entendre, on ne va pas lui mettre un coup de marteau sur la tête pour l'obliger à nous écouter. Voilà. On est vraiment toujours très respectueux et on engage la conversation lorsque les gens sont prêts à nous écouter et à nous entendre. Et si c'est le cas, à ce moment-là, voilà. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à changer les habitudes. Ils ont déjà… je dirais, une ouverture de conscience qui fait qu'il ne manque plus qu'un petit quelque chose pour qu'ils changent leurs habitudes. Et effectivement, on se rejoint complètement, Isabelle, hein, puisqu'on est toutes les deux dans une démarche pour expliquer, éduquer, sans jugement, et ne pas imposer quoi que ce soit et être la tolérance. Du tout. Et vraiment, je milite aussi dans d'autres associations où la première chose qui nous importe, c'est de mettre en place, de rendre obligatoire une éducation à l'école, le plus tôt possible. Vraiment l'éducation. Ça, c'est bien ça. Ah ouais, vraiment, on est en train de mettre ça en place parce que c'est l'essentiel finalement. C'est vraiment l'essentiel. Hein. Quand on fait l'éducation civique, le respect de l'autre, des lois, de ceci, de cela, mais et de l'être humain et aussi de l'être animal, puisque c'est une manifestation de la vie, c'est une autre manifestation de la vie, comme nous, comme le végétal, comme le minéral. Donc, on se doit de le respecter et de le voilà. Et voilà, on œuvre dans ce sens. C'est pas facile, hein, parce qu'il y a des résistances. Comme dans tout, hein, dans tout domaine, dès qu'on veut éveiller les consciences, on se heurte des fois à des résistances, donc c'est pas facile. Mais voilà, on y va tranquillement, doucement, mais sereinement. On fait des stages enfants également, où on a des enfants qui ont, ça débute à l'âge de 5 ans, et puis après, ça va jusqu'à 12 ans, à peu près 13-14 ans. 13-14 ans, ils viennent en général au stage adulte.
Et je m'aperçois à chaque fois, alors le stage dure une journée, en une journée ça suffit, et ils ont conscience de beaucoup de choses par rapport aux animaux, mais pas toujours de ce qu'ils mangent. Oui. Parce que justement, il n'y a pas d'explication et pas d'éducation, et on leur offre une assiette comme ça, qui est déjà tout préparée, et du coup, derrière, est-ce qu'il y a un animal ou pas, ben, ils ne se sont pas forcément posé la question. Ben non, mais c'est fait exprès, tout est coupé. Justement, on coupe ce lien pour qu'on n'ait pas conscience de ça. Donc, on ne peut pas savoir. Après, moi, de par mon travail, je fréquente au quotidien des adolescents. Et pour certains, c'est surprenant. Ils n'ont pas conscience que les animaux puissent souffrir, comme nous. Il y a vraiment une méconnaissance chez certains adolescents. Ça peut être surprenant, mais c'est une réalité. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment une éducation à faire. C'est vrai que c'est le vrai paradoxe qu'on a, entre autres en France, hein, c'est qu'on chouchoute nos animaux domestiques à leur juste valeur, et par contre, tous les animaux d'élevage, etc., sont considérés comme des sous-créatures, quoi. Même pas des êtres vivants, pas des êtres sensibles en tout cas. Donc, et c'est d'autant plus navrant, sans vouloir rentrer dans la politique, hein, mais quand on a des représentants politiques qui, pour gagner des électorats, vont chouchouter, je dirais, des gens qui sont pour la tauromachie, pour la chasse, etc. Donc, c'est très, très difficile de s'opposer à ça. Puisque eux, d'un côté, confortent qu'ils appellent des traditions, hein, qui ne sont, voilà, alors qu'on se doit d'évoluer. Hein. Donc, c'est pas évident. Voilà, ceux qui ne veulent pas voir, même les adultes ne veulent pas voir. Hein. Quand on leur parle de souffrance animale et je dirais de revenir, de ne plus satisfaire leur goût en renonçant, par exemple, à certains aliments ou au foie gras, ils sont dans le déni. C'est vraiment très, très difficile. Très, très difficile de faire prendre cette conscience. Voilà. J'aime à raconter une histoire d'une personne qui a fait un stage avec moi, donc qui communique par télépathie avec les animaux, et qui avait en face de chez elle une colline avec des vaches. Et donc, elle habite là depuis des dizaines d'années, et les vaches sont là depuis très longtemps. Enfin, elle ou d'autres, peu importe. Et puis, un jour, on va chez elle avec un groupe de communication animale, et on va communiquer avec le troupeau de vaches, donc avec chacune des vaches de façon individuelle. Et ce jour-là, la personne en question a pris conscience que les vaches qui étaient en face étaient des animaux, parce qu'elle les voyait tellement, c'était tellement ancré qu'elles étaient là, et que de toute façon, elles devaient donner du lait ou finir à la boucherie, que c'était comme ça. Et ce n'était pas une manifestation de dire oui, je leur veux du mal, rien. Elles ne se rendaient réellement pas compte. Et même après le stage de communication animale. Parce qu'après, c'était Par contre, c'est vrai que quand même, après le stage, j'aime bien dire qu'on a une autre vision du monde. Alors, du monde en général, et puis du monde animal, évidemment, parce que quand on rentre le soir chez soi, après avoir entendu une communication sur son propre animal, là, on est bluffé en se disant, effectivement, jamais un être humain qui n'a jamais entendu une communication par télépathie avec son animal ne peut imaginer qu'il y a derrière et tout ce que l'animal peut nous raconter sur nous, sur son environnement, sur la famille, sur notre propre inconscient, etc. On entre dans une magie quotidienne. Mais sans arriver jusqu'à avoir cette télépathie, hein, ce privilège-là, quand on est suffisamment à l'écoute de son animal, attentionné, déjà on perçoit énormément de choses. Hein. Énormément. Quand il vient, on se rend bien compte, surtout quand on parle du chat, parce que j'en ai 3, quand on ne se sent pas bien, eh bien, il y a toujours celui qui vient remplir sa mission, c'est-à-dire consoler, réconforter, prendre ces énergies négatives qui nous perturbent. Et on s'aperçoit qu'effectivement, surtout quand on a plusieurs animaux, que chacun a un rôle particulier
dans la maison ou en fonction des personnes qui habitent dans la maison, des membres de la famille. C'est vraiment quand on est vraiment très, très attentif à tout ça, on se rend compte qu'il y a des rôles partagés, particuliers, en fonction des personnes, des moments, des tensions. Et, voilà. Alors, c'est ça que j'aimerais aussi pouvoir avoir ce privilège de télépathie. Je pense que ce serait vraiment génial. Moi, j'ai encore du travail là. En fait, ce qui est amusant, c'est de constater que, par exemple, un chat va aller faire beaucoup de câlins avec un humain de la maison. Et en fait, on va s'apercevoir que ce n'est pas avec cet humain-là qu'il est en lien. En fait, il est en lien avec un autre humain et il va se recharger auprès de celui à qui il va faire des câlins. Et tous les échanges qu'on a avec nos animaux, on peut avoir la bonne vision de ce que l'on vit avec eux, mais on s'aperçoit que quand on communique après avec eux par télépathie, on a à interpréter beaucoup de choses et que ce n'est pas forcément juste par rapport à ce qu'eux ont réellement à nous dire. Et l'exemple que je prends tout le temps, c'est l'histoire du cocker. Cocker a l'air toujours triste et en réalité, il est pété de rire à l'intérieur de lui et il est super heureux de vivre, mais évidemment, il a les babus. Et comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que des gens vont, de façon tout à fait innée, même de leur plus tendre enfance, avoir vraiment une complicité particulière avec le chien, même si on aime tous les autres animaux, hein, avec le chien, ou d'autres, ça va être particulièrement avec le chat, une relation fusionnelle, hein, particulière, presque innée, comme si ça faisait partie de notre corps, une partie de notre âme, de nous. Et qu'est-ce qui explique qu'il y ait d'autres sont les chevaux, ou etc., les oiseaux, qu'est-ce qui explique cette affinité avec un animal en particulier qui va durer toute une vie? C'est la fameuse mission que l'animal a avec un être humain. Donc effectivement, on a des animaux qui nous expliquent qu'ils sont l'un dans l'autre avec l'être humain. Les animaux totems. Alors ça, c'est encore autre chose. Là, c'est encore autre chose. En fait, l'animal, je ne parle pas de l'animal totem, là je parle vraiment de l'animal qu'on a, un animal de compagnie à la maison. Il a un lien fusionnel avec son humain, par exemple pour compenser un manque affectif, qui peut être actuel ou de l'enfance. Ça peut être parce qu'il a telle mission et il crée des réparations, des liens particuliers. Il y a plein de raisons. Mais alors, le seul moyen de savoir la vérité, c'est de poser la question à l'animal. Et par exemple, qu'est-ce que le chat va réparer de plus que le chien, ou qu'est-ce que le chien va réparer de plus que le cheval, ou etc. Est-ce qu'il y a pareil. Il n'y a pas de, c'est pas l'extérieur de l'animal qui va faire plus ou moins. C'est tous les animaux ont une mission avec un être humain qui peut être à travers un cheval, un chien, un chat, ou même une tortue ou un serpent. Hein. Parce que quand même, chaque animal a une personnalité, un tempérament. Le chat n'a absolument rien à voir avec le chien, enfin dans son ensemble, hein, même si entre chaque individu, il y a des différences. Mais elle disait que c'est des liens d'âme. Ouais. En fait, je reprends l'exemple du persan dont on parlait tout à l'heure. On a tendance à dire que tous les persans sont des chats d'appartement et de canapé. Et nous, on en a une à la maison qui pense qu'il y a une chose, c'est se barrer dehors, faire la fête. Donc, il n'y a pas de… Tout ce qui est réponse toute faite n'a pas vraiment sa place dans le monde, dans notre relation avec nos animaux. C'est en leur demandant à eux ce qu'ils ressentent où on va avoir des explications. Par exemple, on peut prendre des exemples de concours. Il y a des chiens qui adorent faire des concours de beauté et d'autres qui ne supportent pas de faire le moindre concours. Ou même l'agility. On a une personne qui fait beaucoup d'agility avec ses animaux. On en a un qui ne supporte pas, alors que tous les autres sont super contents de le faire. Je dis toujours ou pas. Parce qu'il y a toujours deux manières de voir les choses. Et tant qu'on n'a pas demandé l'avis de l'animal, on donne des interprétations humaines. Et l'animal a l'air tout content de faire de l'agilité. En réalité, ça ne lui convient pas du tout. Mais il ne va le dire que par télépathie. Il va montrer physiquement à son humaine que ça lui convient. Et après, il va s'exprimer. Et après, une fois qu'elle aura pris la décision, par exemple, c'est une histoire vraie que je raconte, par exemple, d'arrêter l'agility, et là, le chien, les remerciements qu'il va faire à son humaine, c'est juste, il n'y a plus de mots. Il n'y a plus de mots. Il est soulagé. C'est quoi l'agility?
Ah, En tout cas, c'est génial ce que vous faites. Hein. Bravo. C'est vous vraiment pouvez mettre en lien, peut-être, écrire. Donc, tu redis ton site. Alors, le site, c'est shaina-lebeau.com. Shaina-lebeau.com. On peut le taper, non? Ouais, mais tout ça, c'est pas- Et sinon, si vous voulez m'appeler, mon téléphone, c'est le 06 522 89 289. Shaina. Oula. Non. Oula. Sylvana essaye de taper le nom du site, mais C'est pas gagné. on vous l'enverra demain matin. Shaina. Voilà, -lebeau.com. Et dessus, vous avez une rubrique également qui s'appelle blog avec pas mal d'histoires, des petits résumés de communication animale avec des photos. Vous avez les dates des stages, vous avez plein d'infos. Et vous pouvez aussi laisser un message. Et puis, le téléphone, je vous l'ai laissé, je vais vous le remettre. Voilà. Et puis les Je parlerai de vous à mes amis bénévoles, ça va sûrement les intéresser. Hein. Ah oui. Et ouais. Oui, sur Facebook. Donc, c'est Shaina. Il y a Shaina Lebeau et je suis en train de vous marquer. Hein, et il y a la page qui s'appelle Communication Animale Shaina. Ok. Animal, ouais. Il manque le mâle. Voilà. Bon, ben, je crois qu'on va compléter cette soirée qui était fort intéressante. Merci, Shaina. Merci Sylvana. à tous. Merci de m'avoir invité. Merci, Isa. Super. Mais c'était génial hein, d'avoir pensé à cette invitation, Sylvana. À bientôt. Merci à tous, à bientôt. Et puis Laurent, si tu veux mettre ton mail, je ne sais pas si ça peut intéresser des gens pour retrouver leurs animaux. Je ne sais pas si tu es toujours là, Laurent. Ah oui, tu peux mettre ton mail, on ne sait jamais. Et puis, au revoir à tous et à toutes. Et puis, à jeudi prochain. Jeudi prochain, il y aura Patrick Drouot. Donc, voilà, venez nombreux. Je vous embrasse et à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Merci, Shaina. Merci, Sylvana.